Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de midi, jusqu'à 11h30 plus exactement. Nous parlons politique ce matin avec nos invités. Tour à tour, nous allons recevoir sur ce plateau M. Patrice Camara. Il est secrétaire général de l'UNR, le parti du ministre Boubacar Bari. Le ministre Boubacar Bari, qui a été amputé d'un membre donc, de son corps par certains médias. Faux rétorque son parti politique qui s'est récemment défendu d'un communiqué de démenti. Et un peu plus tard, nous recevrons aussi Dr Abdoulaye Diallo. Il est le président du MSD, le mouvement pour la solidarité et le développement. Nous parlerons aussi de cette polémique autour du jeune leader Abdourahmane Bakayoko, le président du parti Les Démocrates guinéens. Mais pour l'heure, nous partons avec quelques SMS. Ce premier message qui vient de notre confrère Abdourahmane Diallo qui dit Amara que les avis de coupure ont bel et bien été déposés. J'en ai un. Et cet autre message qui dit mon nom est Kourouma Salif. Vous avez bien fait de parler des 4 ponts de Tanene. Hier, ma voiture a failli tomber dans les trous d'un des ponts là-bas. Mon pneu est même cassé. Monsieur le ministre doit penser immédiatement à la rénovation de ces ponts. Et cet autre message relatif au lancement samedi de ce réseau de journalistes citoyens de Guinée, on a compris. Et si tout va bien, Zézé Pierre Guilavogui, le président de ce réseau, nous allons le recevoir dans cette émission demain. Ce autre message sur la plateforme GG8037. Salut les gars, je ne comprends plus rien en Guinée. Pourquoi l'État n'aime pas son peuple? Pourquoi la diminution du carburant prend du temps? Le message est signé de Bachir. Bonjour les grandes gueules, c'est Oumar Kobala Bari. Mon cœur, le message n'est pas venu au complet. Bonjour, c'est Baldé. Dites aux parents de s'occuper de leurs enfants. Sinon, à 19h, comment est-ce qu'il peut laisser un enfant de 4 ans dans la rue? Il est facile d'avoir et difficile de s'occuper, il veut dire. Bonjour les GG, moi c'est Mamadou. Vraiment, ça fait mal d'entendre chaque jour des crimes crapuleux dans notre pays. Je demande où est l'État? Ce dernier message, pour terminer, ce message on l'a déjà lu. Moussa Moïse, on va commencer par Ahmed. On revient sur ce qui s'est passé à ce drame qui s'est déroulé du côté de Kagbelin Plateau. Ahmed s'est déjà expliqué. Oui, c'est vrai. Oui, mais je voulais on juste donne l'occasion une deuxième fois de commenter. Que l'État prenne ses responsabilités parce que beaucoup d'enfants ont disparu dans ce pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où sont ces enfants. Ce n'est pas normal. Il faut mener les enquêtes. Si ce monsieur, comme je l'ai dit, est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas passer du dos de la cuillère. C'est pourquoi je disais dans ce pays que ceux qui... Oui, c'est vrai, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme vont me dire oui, la peine capitale, oui, on est... Je dis pour ce genre de personnes, il faut la peine capitale. Ces personnes n'ont pas le droit de vivre avec nous dans la société. Merci, on n'en a pas besoin. Merci Ahmed. Mohamed Mara. Bon, écoutez, moi je me pose quand même plusieurs interrogations parce que généralement quand il y a ce type, voilà pourquoi j'ai parlé d'enlèvement, parce que l'enfant quand même était dans la concession et on le retrouve ailleurs complètement mutilé et tué. Généralement, il faut qu'on recherche les complicités, peut-être même dans l'entourage immédiat. Parce qu'un enfant, il suit une personne généralement qu'il connaît facilement. Là, il n'a pas besoin de faire de bruit pour quitter la maison. Il faut également voir donc est-ce qu'il n'y a pas de complicité directement dans la concession. Ça, c'est la première chose que moi j'aimerais soulever. Maintenant, de l'autre côté, notamment parce que de sources judiciaires, hier soir et plutôt de sources sécuritaires, on nous rapporte que des choses vraiment monstrueuses ont été découvertes dans la maison du monsieur, y compris dans le sac de la dame qu'on a failli lyncher parce qu'on avait commencé déjà à la lapider avant de brûler son véhicule. Oui. Et que les citoyens expliquent que c'est même à cause vraiment du contenu du sac de la dame qui contenait des gris-gris. En fait, des choses qui ressemblaient curieusement à certains objets qu'ils ont trouvés dans la maison du monsieur. Et quand même, les populations sont formelles. Le monsieur, il est nouveau dans le quartier, mais non, il n'a pas de boulot. En réalité, qu'il est pour eux un marabout. Ça, les populations sont formelles là-dessus. Moi, une autre question que je me suis posée, comment un corps qu'on a retrouvé à 22h, et les populations ont insisté pour fouiller ce domicile privé, et ce domicile-là plutôt, jusqu'à 13h,
la police pourtant qui était arrivée et la gendarmerie n'ont pas fouillé elle-même le bâtiment. Est-ce qu'il y a eu un ordre venant d'ailleurs? Est-ce que le monsieur était protégé? Je me pose quand même énormément de questions. Les populations finalement sont entrées par effraction. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'était du boulot des services de sécurité. Mais tout ce qu'on y a retrouvé, de grandes teintes de sang, on nous parle même de bouteilles contenant des liquides ressemblant à du sang. Il y a énormément de choses qu'on rapporte autour énormément de tout de monstruosités qui ont été finalement emportées par les services de sécurité. Et tard dans la nuit, hier, là, carrément, un magistrat me fait comprendre que la dame elle-même, à partir d'aujourd'hui, pourrait faire l'objet de recherche et même d'arrestation. Celle dont on a brûlé le véhicule chef de cabinet du côté du ministère de l'Action sociale, parce qu'on veut comprendre la nature de ses relations avec le monsieur. D'accord? En croire un auditeur, elle serait sœur à... Ça, c'est l'auditeur qui nous dit, mais les objets retrouvés par devers elle et tout ça, et surtout une importante somme d'argent également qu'on a retrouvé, que les populations ont incinéré dans la colère. Donc tout ça, quand même, nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que finalement, c'est lié à toute cette tension qu'on a connue en Guinée à la fin de l'année? Tout à l'heure, il y a Moussa Moïse qui me faisait sourire là-dessus. Ces recherches de postes, parce qu'il faut reconnaître, le satanisme est en train de prendre des proportions inquiétantes en Guinée aujourd'hui. Les crimes rituels, parce que moi, c'est ce côté-là surtout qui m'intéresse. L'enfant a été tué. Mais je disais à Ahmed tout à l'heure que ce qu'on a trouvé sur le corps de l'enfant après autopsie prouve à suffisance que c'est un crime rituel. Merci, et ça, je ne peux pas concevoir vraiment que dans un pays, même si on dit c'est sa soeur qui est venue à sa rescousse et ainsi de suite, je peux pas comprendre que dans un pays, l'on continue. Mais bon, c'est clair. Il y a plein de gens on a tendance à devenir le Gabon. Hein? Non, mais surtout ça. Surtout. Qui a le record. Et il y a des numéros de téléphone rituels. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que le président de la République, vous savez, souvent lorsqu'il parle, il faut tendre les oreilles. Bien. Il a très souvent dit que les marabouts sont beaucoup consultés dans notre pays. Finalement, il a raison. Il a raison. Parce que selon des sources sécuritaires, on apprend qu'il y a des numéros de certains ministres dans le téléphone portable. Attention, Moussa Moïse. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Ne vous en prenez pas, parce que chacun d'entre les animateurs ici détient au moins quelques noms. Vous comprenez? Mais dites tous les noms, Moussa. Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. On attend le président. Si on parle de marabout féticheur, il ne peut pas prospérer dans une société s'il n'y a pas de clients. Absolument. Quand ces clients sont des gros bonnets, je pense qu'ils contribuent à ce que des jeunes filles soient mutilées, soient sacrifiées, soient enlevées, soient tuées. Incroyable. Et donc, si le marabout est châtié, les gros bonnets, les gros clients, qui ne se doutent pas, ils ne vont pas quand même se dire qu'ils ne savent pas quelles sont les pratiques malsaines, diaboliques, monstrueuses de ce marabout féticheur. Et ils doivent être aussi châtiés. Je pense qu'il ne faut pas voir seulement ce bas monde et oublier, cynique, oublier ce qui peut se passer demain. On va attendre l'arrivée du président Alpha Condé puisque c'est lui. Donc vous avez la liste de ces ministres. On va donner ses noms parce que ce n'est pas normal. Et ce qu'il voulait faire au début, c'était de passer tout ça sous silence, d'essayer d'utiliser peut-être certains agents, je ne dirais pas toute la police, mais certains agents de la police pour essayer de masquer cette affaire et empêcher que la presse soit informée de cette histoire. Parce que si réellement les services de sécurité voulaient faire leur rôle, en tout cas les premiers qui ont été sur le lieu, auraient d'abord commencé à faire la fouille, avant que la foule elle-même ne s'arroge le droit de le faire. C'est tout ça qui a amené à ce genre de problème, à ce que la maison soit complètement démolie ou que la voiture de la dame soit calcinée. Donc je pense que c'est donc vous détenez une liste des clients. Ils sont les clients qui partent s'abreuver au marigot du diable. Je pense qu'eux aussi ont des comptes à nous rendre. Bien. Voilà. Merci Moussa Moïse. Jacques Lewa. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans les explications de Koivogi tout à l'heure. Le monsieur qui dit vous ne fouillez pas chez moi, si vous tentez, je peux même tuer quelqu'un. Bien entendu, en comprenant ce propos, je me dis que le monsieur était sûr de quelque chose. Et la venue sur les lieux de cette chef de cabinet, si bien entendu cela se confirme, prouve à suffisance que c'est un monsieur qui a des bras longs, c'est un monsieur qui a de bons clients. Il faudra en ce moment faire en sorte que la justice travaille convenablement sur cette affaire. Si il faut interpeller cette dame,
derrière elle, qu'on puisse avoir d'autres personnes qui, bien entendu, traitent avec le monsieur. Parce que tous les jours... Moi, je ne vois pas la justice aller jusqu'au bout dans cette affaire. C'est mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Va être étouffée, cette affaire. Je pense que, encore une fois, nous disons que nous comprenons les derniers actes du ministre de la Justice. Il veut rompre vraiment avec les habitudes anachroniques, qu'on pourra enfin avoir une affaire beaucoup plus sérieuse au niveau de nos tribunaux. Et il faut condamner ce genre de pratiques parce que des faux marabouts, nous en avons assez ici. Je crois l'année dernière, nous apprenions que c'était encore du côté du kilomètre 36 qui s'est livré à ce genre de pratiques. Si on ne dissuade pas ces gens-là, ils vont continuer le sacrifice humain. Continuer à faire du sacrifice humain pour de l'argent tout simplement. Allez-y, pour clore, Antoine. Lorsqu'on a écouté le témoignage de notre interlocuteur, de notre ami qui est frère Pierre, victime, chacun dans ce studio a été vraiment refroidi par ce qu'il a entendu. Et donc c'est un témoignage qui est très pathétique. Et j'entends même dire que c'est un règlement de compte que veut faire la famille Koivogi avec le monsieur. Oui, c'est Diakité. On pense qu'il y a une affaire domaniale entre les deux familles, raison pour laquelle on veut noyer le monsieur. Mais je dis ceci, c'est tout le quartier qui s'est levé comme un seul homme pour aller contre la personne en question. Et je pense que si, tel que le dit Diakité, si le monsieur avait des personnes dans le quartier qui l'aimaient bien, elles auraient pu le protéger. Mais si tout un quartier se lève contre une seule personne, alors qu'il y a des centaines de maisons, il faut penser qu'il y a anguille sous roche. Bien. On va sans transition parler de cette polémique autour du jeune leader du parti Les Démocrates guinéens. C'est au sujet de la location d'un appartement dans la commune de Ratouma, plus précisément à Kaporo. Nous avons en direct dans cette émission Madame Mariama Kamara, propriétaire de l'appartement. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Mohamed Mara. Alors, Madame Camara, j'ai sous les yeux, disons, la copie d'un reçu signé et marqué ici par Monsieur Abdourahmane Bakayoko le 21 décembre 2015. Et sur ce reçu, je vois que le montant s'élève à 600 000 francs, qui représente, et c'est écrit dans ce blanc, qui représente seulement un mois de loyer. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que hier, vous nous disiez que vous êtes même menacé par M. Bakayoko, qui dit qu'il va vous montrer qui il est. Qu'est-ce qui vous oppose à M. Bakayoko? Bon, il est venu chez moi le 17 décembre. Il dit qu'il veut un logement. J'ai dit, je n'ai pas de logement. Mais il y avait une chambre qui était ouverte là-bas, une grande chambre. Il me dit qu'il veut la chambre là pour stocker ses bagages. Parce qu'il a quitté là où il était. Il a cherché une autre maison, mais qu'il n'a pas fini de réparer. Donc, il m'a dit de lui laisser mettre ses bagages là-bas jusqu'à la fin du mois, vers le 21. J'ai dit, mais ça ne sera pas pour longtemps parce que je dois réparer la maison. Il me dit, non, peut-être ça n'arrive pas à ça. Je vais quitter. Maintenant, la date arrive, je lui demande, il me dit non, qu'il n'est pas prêt, il n'a pas fini là où il doit aller. Je dis, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Il me dit non, donc c'est pas fini. Je dis non, c'est pas comme ça qu'on avait dit. Il me dit donc, je ne sais pas comment on va faire. Quelques jours après, je lui demande encore, il me dit non, qu'il n'a pas fini là où il va. J'ai porté plainte à la commissariat. Après quelques jours, on lui a venu chercher. Il a créé des problèmes. La commissariat lui a laissé, ils sont partis. Après, il est parti pour se présenter. Je suis allée, j'ai discuté avec lui. Il me dit, il lui faut un préavis. J'ai dit, non, on ne doit pas faire un préavis parce qu'on n'avait pas signé un contrat. Tu m'avais demandé juste un mois pour garder tes bagages. Il dit non, il a obligé le commissariat pour le faire un préavis. Maintenant, on lui fait le préavis. La commissariat lui dit, mais M. Bakayoko, le préavis, c'est payant. Il dit non, lui, il ne connaît pas ça. Jusqu'à présent, il n'est pas allé prendre le préavis. Madame, nous apprenons, on a des informations concernant votre appartement. Il semble que vous les donnez généralement au mieux 10 ans.
On nous apprend que souvent, où est le problème? Vous délogez les gens pour donner votre maison à des personnes qui vous proposent mieux. Vous en dites quoi? On nous apprend que c'est facile, Antoine. On nous apprend que généralement vous délogez vos locataires afin de les donner à ceux-là qui vous proposent beaucoup d'argent. Plus précisément, je vais vous expliquer plus précisément. Bakayoko nous fait comprendre que vous voulez le déloger simplement pour donner, disons, la maison à quelqu'un d'autre qui serait prêt à payer 3 500 000 francs guinéens. Non, mais monsieur, si M. Bakayoko était venu chez moi pour prendre un local, mais j'allais lui demander une avance. Bien. Mais la maison là où il est, c'est complètement gâté d'ailleurs. Hein. Je l'avais dit, je veux réparer la maison. Il me dit non, moi c'est juste pour garder mes places. C'est juste pour un mois. C'est pas ça. S'il était venu chez moi en tant qu'un locataire, j'allais lui demander un avance. D'accord, alors puisqu'il a refusé de se rendre pour récupérer le document au niveau de la police, finalement, quelle va être la prochaine procédure? Vous avez rendez-vous à la police ou pas? Est-ce que vous avez rendez-vous à la police puisqu'il a refusé d'aller récupérer le document là-bas? Non, depuis que j'ai quitté là-bas avant-hier, on ne m'a pas appelé, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et est-ce que vous confirmez avoir reçu des menaces de la part de M. Bakayoko? Oui, hier, il m'a menacé. Il m'a dit, madame, tu ne sais pas avec qui tu as affaire, mais je vais te montrer qui je suis. Donc maintenant, j'ai peur. Bien, finalement, que comptez-vous faire, Madame Camara, que comptez-vous faire pour résoudre ce problème? Maintenant, je voudrais qu'il me rende ma maison. Parce qu'on n'avait pas dit qu'il était venu ici pour rester. Bien. Maintenant, je vais récupérer ma maison. Parce que ce n'était pas... Il n'était pas venu ici pour rester comme locataire. Bien. C'est en tout cas assez clair en ce moment. Madame Mariama Camara, propriétaire de cet appartement du côté de Kaporo, dans la commune de Ratoma. Dans un instant, les GG continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Bien, dans un instant, notre premier invité, Monsieur Patrice Camara, il est secrétaire général de l'UNR, le parti du ministre Boubacar Bari, qui a été donné amputé d'un membre d'un pied, plus précisément, il y a quelques jours par des médias. Faux rétorque son parti politique, lequel s'est récemment fendu d'un communiqué de démenti. Vous allez l'avoir dans un instant sur ce plateau pour apporter ce démenti, mais aussi pour s'exprimer plus largement sur l'actualité politique de notre pays. Des dernières évolutions de l'actualité politique dans notre pays, on en parlera aussi avec notre second invité politique, Dr Abdoulaye Diallo. Lui, il est président du MSD, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement. En attendant, Ahmed, on a écouté cette dame. C'est pourquoi dans ce pays, je pense qu'il faut des enquêtes de moralité pour tous ceux qui souhaitent être président dans ce pays. Si on avait mené une enquête de moralité, je pense que lui, il ne serait jamais devenu candidat. Il n'a pas été candidat, il a juste créé son parti politique. Je crois qu'il n'allait même pas avoir la possibilité de créer son parti politique. Ce n'est pas normal. Vous rentrez dans une maison, on vous dites un mois et vous refusez de sortir. Et nous recoupons nos informations. Monsieur Bakayoko, on a tenté de vous appeler, vous avez refusé de parler. Si vous refusez de parler, nous, ça ne nous empêche pas de traiter nos sujets. Je vais plutôt porter plainte contre vous, Ahmed. Je vous dis que les menaces, au contraire, nous renforcent. Vous glissez sous la peau. Franchement, ça nous glisse sous la peau et on s'en fout carrément. C'est ce que je dis. Nous sommes à la disposition de ce bas peuple. Ceux qui viennent se plaindre, ce que nous devons faire en tant que journaliste, c'est de recouper l'information. Et nous avons tenté de le faire. Si vous refusez de parler et que vous parlez des diffamations, ce ne sont pas nos oignons. Je dis tout simplement que la justice doit jouer son rôle, la police doit jouer son rôle. S'il a été convoqué et qu'il refuse d'aller prendre le document, je ne sais pas ce que la matière, c'est qui se dit à la matière. Mara est là. On va demander aux juristes. On nous dira plus, mais la police ou la justice doit agir. Ouais. Allez-y, Mohamed Mara. Je suis quand même assez intrigué par la situation. Vous prenez une maison, admettons 6 mois. D'accord? Vous dites, je quitte dans un délai de 6 mois. D'accord? Et c'est même écrit noir sur blanc pour seulement un mois. Vous l'écrivez.
Et à la fin, vous jouez un jeu, vous dites, bon écoutez, en Guinée, pour renvoyer quelqu'un de chez vous, ben, il vous faut lui donner un préavis de 3 mois. Après avoir fait seulement 1 mois. Vous saviez qu'on venait pour 1 mois. De quoi s'agit-il? Ce que notre ami Bakayoko j'aimerais bien préciser c'est d'aller à un contrat de location avec cette dame. Non, mais justement, c'est ce qu'il n'a pas fait. Parce que la dame m'a expliqué que le jeune Bakayoko a été expulsé de là où il était. Donc, il a trouvé une autre maison, mais qui n'a pas fini de mettre en état. Il a prié de lui accorder cet endroit-là pour 1 mois parce qu'il estimait que ce serait suffisant. Juste pour une période de transition. Voilà, une période de transition. Et à la fin, il dit non, je ne peux pas quitter, il faut 3 mois. Mais il y a une mauvaise compréhension souvent chez les Guinéens. J'ai vu ce conflit un peu partout. À Conakry, on vous dit non, préavis c'est 3 mois. Et les gens pensent que comme c'est des préavis, qu'on ne paye pas. C'est faux. C'est faux. On paye. Bien. On paye les préavis pendant ce temps-là, même s'il quittait aujourd'hui. C'est ce que Bakayoko doit faire. Le 21, son contrat a expiré, même s'il devait quitter aujourd'hui, du 21 à ce 28, il doit payer ces 7 jours-là. C'est cela ce que la loi stipule. Merci. Vous ne pouvez pas user de la maison des gens et dire que vous ne payez pas. Et à mon avis, il faut faire très attention. Et parce que il raconte par exemple que non, Ahmed Kamara est lié à cette personne, à la dame. Moi, j'ai rencontré la femme. Alors là, je peux même vous dire, je connais déjà l'ethnie de la femme rien qu'en la voyant. Elle n'a vraiment aucun lien, alors là, avec Ahmed, Merci, Kamara. Mohamed Pas Mara. du tout. Le micro pour notre invité, Monsieur Patrice Camara. Vous le voyez à l'écran, il est notre premier invité. Il est secrétaire général de l'UNR. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Camara, bonjour. Oui, bonjour et big up à vos auditeurs. Et big up à vous-même. Merci. Moussa Moïse, nous avons notre invité. Big up, M. Camara. Bienvenue encore une fois dans les grandes gueules. Depuis quelques semaines, des informations enflent dans la cité autour du ministre Boubacar Bari. On estime qu'il serait amputé d'une jambe. Quelle est la vérité ? Exactement. Et aujourd'hui, sur l'état de santé. Sur l'état de santé du ministre, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore revenu au pays. C'est ce qui permet encore à certains de spéculer là-dessus. Bien, je vous remercie. Je crois que et l'UNR et beaucoup d'amis de M. Boubacar Bari, je rappelle ici que je n'interviens pas pour le compte du gouvernement. Il y a des gens plus qualifiés pour cela. Hein, c'est en ma qualité de second responsable du parti. Ouais. Que l'éclairage doit être donné, puisqu'il s'agit quand même du président de l'UNR. Je ne vous dirai pas qu'il va bien s'il ne serait là. Hein, il est malade, il suit un traitement d'appoint. Et je pense que les militants de l'UNR, pour ce qui les concerne, ont besoin d'être rassurés. Ils vont l'être. Ils l'ont déjà été par un communiqué que j'ai fait publier, puisque la semaine dernière, j'étais à Paris pour des raisons familiales. Et j'ai pu voir le président de l'UNR à l'hôpital américain de Neuilly, ce qui est aujourd'hui un des top hôpitaux au monde. Donc pour cela, je crois qu'au nom de l'UNR, nous devons saluer et féliciter le président de la République pour la qualité des soins qu'il a bien voulu accorder à M. Boubacar Bari, président de l'UNR. L'information portant sur l'amputation, je l'ai dit, je le répète, est une information qui est fausse et indigne de la part de ceux qui ont véhiculé cela pour des raisons qui les concernent. M. Boubacar Bari a une plaie au pied, qui a subi une chirurgie d'appoint dans l'hôpital américain. Oui. Le pied n'a pas été coupé, le pied est soigné. Il a commencé sa rééducation depuis hier. Je pense que d'ici 2 à 3 semaines, il sera de retour à Conakry. Pour ceux qui sont intéressés, pourront le tester en jouant au basketball avec lui. Donc ses pieds sont bien en place, ainsi que ses grandes oreilles. Je veux revenir un peu sur les faits, parce que quelques sites de la place l'ont révélé. On nous a appris que Boubacar Bari, pour un début, était au Maroc. De là, on lui a amputé quelques-uns des orteils, quelques-unes de ses orteils. Ensuite, il est rentré à Conakry, puisque le traitement n'a pas été efficace. Est-ce que cela est confirmé d'abord? Est-ce qu'il a été amputé de quelques orteils? Bien, écoutez, je vais vous faire un résumé très simple. Oui. M. Boubacar Bari est tombé malade à la suite des élections présidentielles. Il a eu une plaie pendant la campagne. Ensuite, il a effectué, après les résultats, sa fonction de ministre des missions en Afrique du Sud à Dubaï avec le président, puis en Autriche. Et avec la plaie et son diabète, les changements climatiques ont déréglé les paramètres biologiques, ce qui est tout à fait normal. Donc là-dessus, il est rentré en soins dans une clinique de la place avec des médecins bien guinéens et non étrangers, que je salue ici au nom du parti, qui ont donné un protocole de traitement qui correspondait au problème de M. Bari. Ensuite, M. Bari a souhaité aller au Maroc pour des traitements plus approfondis. Au Maroc, il a rejeté le traitement que l'hôpital militaire du Maroc lui proposait.
sur recommandation des médecins guinéens qui l'accompagnaient, qui ont estimé que la proposition... C'était quoi le traitement? Parce qu'on nous a appris que l'hôpital demande à ce que la jambe lui soit amputée. Mais écoutez, la philosophie d'un hôpital à un autre, c'est les fameuses théories classiques. Est-ce que vous confirmez que c'est ce que l'hôpital a proposé? Ce que je peux confirmer, c'est que M. Boubacar Bari n'a pas accepté le protocole proposé par les Marocains. Il s'agissait bien... Il ne le dira pas. Si vous permettez, c'est quoi ce protocole? Nous avons on affaire ne peut à pas faire une cristallisation autour de la chambre de quelqu'un. Laissez-moi terminer. Nous avons affaire à un homme sain d'esprit, n'est-ce pas? Et responsable des décisions qu'il prend. Si l'hôpital du Maroc lui fait une proposition de traitement qui est en contradiction avec les premiers soins qu'il a reçus, et les médecins qui l'ont accompagné attestent que le protocole marocain n'est pas le bon à ce moment précis. Il est revenu à Conakry, il n'y a pas eu d'amputation au Maroc. N'est-ce pas? Le traitement s'est arrêté au bout de 4-5 jours. Il est revenu, il a repris le protocole avec les médecins guinéens. Le président de la République, ayant eu information de ses va-et-vient, c'est lui-même préoccupé de l'état de santé de son ministre. Il est venu rencontrer à domicile M. Bari, il a pris le dossier de M. Bari, il l'a envoyé en France, n'est-ce pas, vers des centres mieux appropriés. C'est ainsi que le président de la République a envoyé Boubacar Bari à l'hôpital américain de Neuilly, comme je vous le disais tout à l'heure, où on ne parle pas d'amputation, on parle de traitement d'appoint. Aujourd'hui, je vous dis, M. Bari va mieux, il a commencé sa rééducation. Bien. Il sera là dans quelques jours. Est-ce que, M. Camara, vous pouvez parler de simples rumeurs ou alors d'informations qui auraient fuité, c'est-à-dire du côté du Maroc, parce que je suis en train d'imaginer que c'est à partir du Maroc que tout est parti, que les gens ont pensé que, ou disons, ont indiqué clairement que le pied a été amputé parce que l'hôpital avait demandé cela. Écoutez, si vous voulez très bien, comment est-ce que vous gérez ces informations? Du Maroc à Neuilly, c'est passé pratiquement plus d'un mois. Donc je pense que si la gangrène existait au Maroc, il y a longtemps qu'on aurait coupé le pied de M. Boubacar Bari. Donc c'est une théorie par rapport à une autre. Ce qui est important, la véracité, je crois que les informations, et notamment les journalistes que vous êtes, et tant d'autres, avaient l'obligation, notamment ceux qui ont relayé la semaine dernière, en disant que M. Bari aurait été amputé à Paris. Je déclare cette information fausse et indigne. Ceux qui sont auteurs de cela se reconnaîtront. Notre invité, M. Patrice Camara, secrétaire général de l'UNR. On va parler plus globalement, on va commenter l'actualité politique avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que plus que jamais, l'UNR est ancré au cœur de la mouvance présidentielle? L'UNR est devenu arc-en-ciel aussi. Non, écoutez, l'UNR est un partenaire responsable et sérieux, c'est connu de tous, même de nos adversaires. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'UNR est dans la mouvance présidentielle par rapport au protocole d'accord politique Alpha 2015. Protocole au cours duquel l'UNR a assumé sa part de travail pour la réélection et notamment pour la réalisation du coup KO que nous avions appelé à l'époque le tsunami électoral. La région d'origine de votre leader. Parce que ça a été une claque là-bas, M. Patrice Camara. Ce qui est important, c'est que vous parlez de région, comment vous dites, ethnique? Bien sûr. Non, écoutez, l'UNR est un parti national. Ce que je puis vous faire... Oui, mais le ministre, le président de l'UNR... Nous ne raisonnons pas en termes... en ces termes. Il n'y avait pas moins de 4 ministres du gouvernement Alpha qui étaient originaires de Mamou. Ce qui concerne l'UNR. Mais vous avez pris une claque là-bas. En ce qui concerne l'UNR, dans le travail qui a été fait, on serait sorti premier à Mamou que tout le monde aurait crié au scandale. Je vous demande de vous rapprocher sur les statistiques. Prenez les résultats de 2010, comparés à ceux de 2015. Vous comprendrez à ce moment-là le travail fait par l'UNR. Il y a une petite progression. Les grandes gueules. De 13 000 voix. Sur 10 pas, c'est le premier pas qui compte. Donc nous sommes fiers en tant que UNR d'avoir travaillé, d'avoir mouillé le maillot et d'avoir réussi à convaincre à obtenir les 28 000 voix de Mamou. Mais naturellement. D'accord, un coup KO, aider quelqu'un à obtenir un coup KO, c'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce que disait votre protocole? Oui, vous devez aider le président. Votre président a été... Je ne connais pas pour les autres partis politiques. Je parle au nom de l'UNR. Il n'y a pas d'engagement. Je le dis en regardant votre caméra et les Guinéens en face. Il n'y a pas d'engagement spécifique
entre le candidat Alpha Condé et l'UNR. Et l'engagement particulier, c'est quoi? C'est le poste de ministre? Non, vous permettez, nous étions déjà au gouvernement. C'est un remboursement. Non, il n'y a pas de remboursement. La confirmation. Nous sommes rentrés au gouvernement, je répète encore, nous devons tous être sérieux et responsables. Nous sommes rentrés au gouvernement sur la base d'un autre protocole d'entente dans le cadre de la COEP. Vous le savez autant que moi, puisqu'on vous l'a expliqué. Donc, c'est sur la base d'une vision que le président a comprise, celle d'un groupe politique, la COEP, à l'époque, n'est-ce pas, qui avait une vision sur la Guinée. C'est sur cette base que la COEP a accepté de désigner M. Boubacar Bari, alors dans le micro, s'il vous plaît, M. Kamara, pour rentrer au gouvernement. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Ouais. Maintenant, arrivé au gouvernement, il y a une question de solidarité et de respect des engagements sur le travail déjà que nous faisions au gouvernement. Donc, c'est aussi simple que ça. Bien. Plus globalement, quelle lecture vous faites aujourd'hui de la recomposition de l'univers politique guinéen au sortir de l'élection présidentielle d'octobre 2015? Vous savez, je dois d'abord saluer quand même le président de la République dans sa volonté de rajeunir le gouvernement, ce qui est un challenge pour les années post-2020, puisqu'il faut quand même que le personnel qui doit diriger la Guinée s'initie aux choses de l'État, ce qui est extrêmement important. Maintenant, j'avais aussi dit pour le compte de l'UNR au courant 2015 que la tranche 2016-2020 connaîtrait une révolution politique dans les états-majors, à commencer par les deux grands partis que sont le RPG et l'UFDG. Maintenant, s'ils sont grands partis, on verra bien par leur capacité à résoudre les problèmes qui se sont posés. Il y a tout de même une chose qui s'est confirmée avec l'UNR, ce sont les doutes qu'avait émise Faya Milimono lorsque vous étiez en alliance avec lui. Il doutait que Boubacar Bari ne soit pressenti ministre. Il l'a été. Est-ce que, quelque part, vous ne donnez pas raison à Faya qui, autrefois, qui s'était même retiré de la que vous jouez un jeu avec votre alliance de centristes? Mais écoutez, c'est dommage. Faya est un ami et un frère. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Quand on n'est pas d'accord, on se sépare. Il a été mis en minorité dans le cadre de la COEP. La démocratie, c'est cela aussi. Quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Nous avons respecté son départ, accompagné de celui d'autres. On ne s'est pas si mal porté. Donc je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de M. Faya ni de quiconque d'autre. Nous saluons sa vision, nous saluons sa démarche. Nous souhaitons qu'il continue à exister dans le paysage. Mais je crois qu'il n'est pas le mieux placé pour donner des leçons à qui que ce soit, encore moins à l'UNR, ce que nous ne saurions accepter. Maintenant, si pour M. Faya, être opposant, c'est insulter le président de la République, pour nous, nous disons non. Parce que vous pensez qu'il insulte le président. Parce que vous pensez qu'il insulte le président. Quand on dit à un président de la République qu'il manque, je crois, prenez la constitution et les règles du pays. Nous avons un juriste ici. Encore qu'il est temps que les tribunaux commencent à se remuer pour remettre de l'ordre dans l'état de droit. Donc je crois que pour nous, être opposant ne veut pas forcément dire insulter le président de la République. Il y a d'autres moyens et d'autres formes pour s'exprimer légalement au président de la République. D'accord. Alors, M. Patrice, c'est clair qu'on vous a déjà eu dans ce studio. On a vu également les critiques à l'endroit du parti au pouvoir. Finalement, c'est quoi? D'où est venu le déclic? Et aujourd'hui, avant, vous n'aviez pas compris quelque chose que vous avez maintenant compris dans la gestion du président? Et ce qui fait que d'ailleurs, vous êtes avec lui concrètement aujourd'hui? Non, mais écoutez, nous avons fait de l'opposition de 2012 à 2013. Nous savons très bien dans quel cadre nous avons travaillé avec cette pléiade de partis qui composait cette opposition dite républicaine. Et je rappelle d'ailleurs que c'est l'arrivée du CDR, le club des Républicains, conduit par le ministre d'État Kassouri Fofana avec vice-porte-parole M. Boubacar Bari. Vous retrouvez encore les mêmes qualités au devant des choses. Maintenant, nous avons constaté que nos projets, nos ambitions n'étaient pas prises en compte dans le cadre de ce regroupement collégial d'intérêt global d'une opposition. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se retire. Faites l'analyse aujourd'hui de cette opposition dite républicaine. Il en reste qui? Il en reste quoi? Vous pensez qu'elle est totalement laminée? Non, ce que je pense, c'est que nous avions eu raison et le cours de l'histoire nous donne raison dans les décisions importantes que nous avions prises en tant que UNR et CDR. C'est ce qui est important. De quitter ce groupe et de créer un autre qu'on a appelé la coordination de l'opposition extra-parlementaire et qui, manifestement, produit du résultat parce que c'est une opposition qui, elle, écoute le peuple. La COEP existe encore?
Comment? La COEP existe encore? La COEP existe puisqu'elle n'est pas morte. Alors, votre avis sur quel est l'avis de l'UNS sur cette ouverture politique déjà posée, permise par le président Alpha Condé? On a vu la grâce accordée à Bahouri d'ailleurs qui est de retour. Vous allez vous prononcer sur CQ Sékou actuellement l'UFDG. Voilà, et aussi le retour des exilés. Le retour des exilés, mais comme aussi Thibou le fait Camara, que Sidia Touré ait rejoint le camp présidentiel. Ouais. Bien, je vous remercie. Je crois questions pour vous. Là également, lorsque a commencé le processus électoral, donc par l'approche des alliances et d'écoute de stratégie permettant à chaque entité de mieux s'organiser pour gagner les élections. Nous avons eu un entretien avec le candidat Alpha Condé à l'époque, avant que l'UNR ne l'investisse dans le cadre d'une convention comme étant le candidat de l'UNR. Ouais. Donc nous avions, sur l'échange avec le président de la République, nous avions compris de sa part la volonté de rassembler, et notamment d'aller vers un apaisement. Position que tout le monde a condamné de l'UNR à l'époque en disant « ouais, le centre, vous-même d'ailleurs ». Donc je crois savoir qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre c'est quoi le centre en politique. Le centrisme est une philosophie de rassemblement, de cohérence envers un objectif commun d'intérêt national. Donc sur cette base-là, nous avons marqué notre accord au président de la République et nous avons progressivement fait passer des messages justement allant dans le sens d'un pardon. Le pardon, encore une fois, il faut le comprendre, ce n'est pas une faiblesse. N'est-ce pas? C'est plutôt une grandeur, puisque tout à l'heure, je faisais allusion à la justice, à l'état de droit. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné que l'état de droit... Donc vous saluez cet élan d'ouverture. L'UNR salue et partage les décisions du président allant au pardon et à la grâce présidentielle. Et même s'il faut une loi d'amnistie, nous nous battrons pour que le gouvernement du président Alpha Condé l'introduise à l'Assemblée. Alors, que dites-vous de rapprochement entre l'UFR, il a posé la question, et la mouvance, le président Alpha Condé? Mais écoutez, encore une fois, je vais vous surprendre. Sidia Touré a été nommé au représentant. Je vais vous surprendre parce que vous refusez de lire. Sinon, la réponse est dans les statuts de l'UFR. Oui, mais c'est dans les statuts de l'UFR. Vous permettez, il y a des gens qui vous écoutent. Ce n'est pas nous. On vous pose la question, c'est pour les populations. Ce n'est pas pour nous. On va avancer. L'UFR est un parti dans ces textes qui se déclare centriste, comme nous. Maintenant, l'UFR a fait un mariage, on va appeler ça entre guillemets, avec l'UFDG pendant des années. J'avais dit à l'époque, j'ai dit, c'est un mariage sans avenir. On ne m'a pas écouté. Maintenant, la politique, c'est une jonction d'intérêts. Si l'UFR a pour ambition de donner un président à la Guinée, dans le cadre d'un mariage avec l'UFDG, ils n'ont pas pu trouver l'entente. Et d'ailleurs, moi, je me demandais comment serait-ce possible de trouver une entente. Comment l'UFDG peut-il faire le lit pour un autre? Donc nous étions dans de l'absurdité. Ouais. Alors, la cohabitation entre Bahouri et Cellou Dalein Diallo, rapidement. Comment vous trouvez écoutez, ça? moi je ne parle pas de cohabitation. Je ne suis pas de l'UFDG. J'analyse, j'observe. Ouais. Votre regard sur cette tension au sein de l'UFDG. Ils ont créé en grand des problèmes qui paraissent insolubles. Nous attendons d'eux des solutions en grand dans l'intérêt de leurs militants. S'ils ne trouvent pas de solution, mais l'UNR ouvre ses portes aux militants de l'UFDG. Le chef de l'État à les écouter et à exécuter les désirata de ces militants-là. Certains pointent un doigt accusateur sur le président Alpha Condé d'avoir permis à ce qu'il y ait tout ce... Mais on prête trop de choses au président de la République. Je crois que les partis sont quand même assez responsables de leur propre turpitude, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut laisser le président dans la mission que les Guinéens lui ont donnée. C'est celle de donner une gouvernance pour aboutir à la résolution des problèmes de quotidien et de cadre de vie des Guinéens. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'échéance 2020, quel intérêt le président de la République aurait à disloquer un parti politique, fut-il l'UFDG. Donc je pense qu'il appartient aux états-majors politiques de faire leur propre autopsie. À chaque étape, on tire des enseignements. Quand on ne tire pas les enseignements, on reprend les mêmes erreurs. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.